Bien, ben d'abord, je vais vous remercier. Je vous dis pas bonjour parce qu'on s'est déjà croisés, mais je vais vous remercier de nous avoir invités, Claude et moi, à partager une si belle aventure autour d'un candidat aussi brillant. Et je suis très sensible au fait qu'on soit tous réunis pour l'aider à trouver les meilleurs indicateurs pour donner des réponses à son questionnement qui viennent de lui. Hein. C'est lui qui est à l'origine de, de ces questions. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que pour une professeure de psychologie, moi, je suis un peu spécialisée dans les émotions, c'est que Frédéric est venu me questionner sur quelque chose que je ne faisais pas, parce qu'en psychologie cognitive, quand on étudie les effets des émotions sur la cognition, donc sur plein de performances, temps de réaction, etc. On ne se pose pas de questions. On a des méthodes d'induction qui ont été éprouvées auprès des étudiants et on regarde que ça fonctionne avec des étudiants. Mais là, Dominique m'a mise devant un challenge qui était Frédéric, pardon, qui était de se dire, à chaque fois j'appelle Dominique, qui était de se dire, mais qu'est-ce que, pardon, c'est compliqué. Ah oui. C'est bon? Oui. Voilà, c'est dur de se retourner à chaque fois. Hop, je veux repartir. Mince, c'est là. Voilà. Voilà, ce qui se passe, c'est que ça fait à peu près 30 ans qu'on fait des méthodes d'induction, qu'on répète, qu'on éprouve, qu'on valide, mais on a toujours des questionnements méthodologiques et théoriques, et là, c'est l'occasion d'en avoir un nouveau. Ah, voilà. Alors, ces questionnements, ils viennent de quoi? Ils viennent de mais qu'est-ce qu'on induit quand on dit je vais induire des émotions? Et ça vient d'un questionnement théorique. Est-ce qu'on induit un état positif ou un état négatif? C'est-à-dire qu'on est dans une approche dimensionnelle des émotions. On distingue deux grandes catégories d'émotions, les positives et les négatives. Et on utilise une échelle et en gros, on induit plutôt ce qu'on appelle une humeur. Voilà. Et on utilise une échelle qu'il a utilisée Frédéric, hein, qui est la SAM, la Self Assessment Mannequin. Hop. On peut avoir une autre approche, et c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est un peu plus récent, je vais aller un petit peu vite. Hein. C'est une approche où on va distinguer et essayer d'induire une émotion spécifique à chaque fois, mais dans ces émotions spécifiques, il n'y a jamais le stress. Donc c'est pour ça que la question est particulièrement intéressante. Hop. Alors, du coup, on ne parlera pas de méthode d'induction émotionnelle, on parlera, dans les revues de questions, on parlera de méthode d'induction affective. Affective, ça veut dire qui est caractérisée par un pôle positif ou négatif. C'est un terme générique qui vient désigner à la fois les affects, ce sont les humeurs et les émotions. Voilà. Alors, l'humeur, c'est hyper important et on l'a appliqué dans l'étude dont on traite aujourd'hui parce que c'est un petit peu le climat et puis c'est un peu la saison qui fait. On est en hiver et puis s'il y avait une tempête de neige, ça serait l'émotion. J'ai du mal avec ça. Ouais, voilà, comme ça, moi, je regarde. Et donc, il faut toujours, par contre, ce qu'on a vu dans la littérature, c'est qu'il faut toujours vérifier l'humeur parce que l'humeur va amplifier les réactions émotionnelles ou les diminuer si on est de très bonne humeur. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit détail méthodologique, mais qu'on a respecté en faisant passer le SAM, hein, l'échelle d'avant, à tous les participants. Alors, voilà, quand on cherche des méta-analyses, puisque maintenant on en est aux méta-analyses, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on publie là-dessus, on cherche quelle est la méthode d'induction la plus efficace. Donc, j'ai mis toutes les références pour que tout le monde puisse aller à son aise vérifier toutes les méthodes qui existent. Voilà. Et la méthode, donc, il y a les méthodes les plus utilisées, donc c'est la méthode de Welton, une des premières, et le rappel autobiographique, on a entendu tout à l'heure, se remémorer une situation stressante, par exemple. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est que les vidéos, les films qui sont les plus efficaces en termes de taille d'effet quand on compare l'émotion avant et après. Ce qu'on fait aussi nous. Et où est-ce qu'on trouve ces films? Et c'est là aussi qu'on est encore novateur avec ce projet, c'est que ce sont souvent des films qui sont évalués par les étudiants sur des échelles de valence, très peu comme l'IAPS, c'est d'abord sur des échelles de valence et maintenant on fait sur des échelles d'émotions discrètes.
Donc, c'est toujours fait avec des étudiants. Vous voyez les listes des émotions sur la dernière qui vient d'être faite en 2020. Il n'y a jamais le stress dans le matériel dont on dispose pour induire des émotions en psychologie. Voilà, participants majoritairement étudiants. Pour le stress, on en a entendu parler. Il y a 2 méthodes. Une où on met les mains froides, les mains des participants dans l'eau très froide. Et puis, il y a le TSST qui est une méthode de stress social qui n'a rien à voir non plus avec ce que Frédéric cherche. Donc, il n'y a rien dans la littérature en psychologie sur l'induction du stress tel qu'on le fait ici. Et là, ils ont juste essayé de le faire en réalité virtuelle. Alors oui, là, la méthode, je pourrais vous la raconter si vous voulez, mais là, on a juste un essai en réalité virtuelle et ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on n'a rien. Au jour d'aujourd'hui, on n'a rien. On attendait Frédéric. Alors, on continue. Il y a aussi un autre problème. L'objectif, c'est vraiment de justifier l'intérêt en recherche fondamentale aussi de l'étude qu'on mène. Il y a aussi des méta-analyses maintenant qui regardent en fonction de la situation, du comportement qu'on veut étudier. Et là, c'est un article qui parle de 2023 de l'effectiveness, de l'efficacité des procédures d'induction d'humeur, pas particulièrement d'émotion ou d'émotion, mais sur la prise de risque. Alors, c'est plutôt la prise de risque alimentaire, alcool, etc. Et ce que concluent ces auteurs en 2023, donc après une méta-analyse, où on regarde tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut qu'on développe de nouvelles procédures d'induction émotionnelle pour étudier justement la prise de risque. Voilà, donc là aussi, il fallait que Frédéric arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? Et c'est là qu'on en est, je pense, un petit peu tous aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on mesure, ça dépend un petit peu de la définition qu'on a des émotions, qui est une définition globale, multicomponentielle. Donc, dans les émotions, quand on vit une émotion, on a la composante, on va dire consciente, qu'on appelle le sentiment, c'est-à-dire je sais ce que je ressens, et c'est là qu'on va utiliser des réponses à des échelles verbales, auto-rapportées, les self-reports. Il y a les réactions biologiques qui mobilisent le corps et préparent à l'action, et c'est là qu'on peut enregistrer des mesures physiologiques, si c'est cet aspect-là qui nous intéresse. Les émotions comme agents de motivation, et vous avez parlé de mouvement à un moment, il y a les tendances à l'action, j'y vais ou je recule ou je fuis, ça c'est très connu. Donc là, moi je disais à Frédéric, une petite tablette au sol pour mesurer la posture des participants et leur engagement aurait été intéressante. Et puis, il y a le caractère social des émotions, et notamment, là, c'est la mesure des expressions faciales, de la prosodie à intonation ou des postures qu'on décode tous automatiquement dans la communication. Voilà, donc on a 4 choses possibles, potentielles à mesurer. Et nous, on s'est focalisé pour mettre au point le matériel. On a fait comme tout le monde dans la recherche en psychologie, c'est qu'on a vérifié les émotions que ça induisait via des self-reports. C'est la première étape. On n'en est pas, enfin, les échelles qu'on a montrées, on n'en est pas complètement satisfait. Mais il y a des études quand même qui essayent, de voir les biais de réponse que ces réponses à des échelles entraînent. Donc, voilà une qui serait intéressante à consulter. Voilà. Et puis, il y a cette étude de Moulz et collaborateurs, oui, donc c'est celle qui était affichée avant, qui regarde les effets de demande. Et c'est vrai qu'avec Frédéric, il faut quand même qu'on réfléchisse à qu'est-ce que les participants, quel que soit leur groupe, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'on faisait avec eux. Donc, soit ils vont avoir envie de confirmer nos hypothèses, soit ils vont avoir envie de les infirmer. C'est très rare. Donc là, il y a une petite manipulation sympa, mais je vais pas trop le dire. Ce qui m'intéressait dans cette étude donc de 2023, c'est qu'ils voulaient compléter les self-reports avec quelque chose où le biais de désirabilité sociale ne se verrait pas, les expressions faciales, même si c'est un élément social. Donc c'est compliqué. Et pour les expressions faciales, on a le fax, donc qui code chaque expression égale une émotion. Voilà.
et on clique. Là, il y a plein d'infos pour Frédéric. Et ils ont utilisé quelque chose d'assez récent, un peu plus récent que le fax, qui est le Face Reader. Donc, parce que qu'est-ce qu'on a comme moyen pour les expressions faciales? On a l'enregistrement des électromyographes, des contractions des muscles zygomatiques quand on sourit, etc. Et on a aussi, mais c'est intrusif, et donc on a ce face reader. Il suffit d'être assis devant une caméra. C'est un indicateur qui résiste aux biais de demande et de désirabilité sociale et qui a un taux de reconnaissance quand même supérieur à celui de l'humain. Mais attention, il est plus sensible aux émotions positives. Et puis on va défiler vite pour que je puisse. Je saute. Donc, on utilise une échelle qui est un peu la même que celle qu'on a utilisée. Et on avance. Oui, il y a de l'induction avec de la musique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, oui, on peut le dire. On va pas trop parler de actif et passif, mais c'est intéressant pour les biais de demande, parce que les biais de demande, ça représente un coût cognitif. C'est-à-dire que la personne, elle est dans la tâche d'évaluation de ce qui se passe à l'écran, par exemple pour nous, mais du coup, elle se dit, comme elle sait pas trop ce qu'on attend d'elle ou qu'elle le sait trop, ça fait une activité cognitive en plus que le vécu du film. Donc, faire attention à tout ce qu'on dira avant. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des différences interindividuelles dans l'évaluation. Là, ce sont les images de l'IAPS. On a des différences interindividuelles que les auteurs interprètent comme, et ça peut nous servir pour nos interprétations, comme peut-être parfois des gens qui ont une petite alexithymie, chose qu'on n'a pas à contrôler, c'est la capacité qu'on a à verbaliser ou pas nos émotions. Il y a des échelles qui existent. On pourrait se les rajouter. Et puis, qu'est-ce qu'on met devant le nom des émotions? Et ça, on ne sait pas non plus ce qu'un pompier met derrière, ou devant, pardon, derrière un nom d'émotion. Donc, c'est hyper intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, Vas-y. Pardon. Voilà, malheureusement, on n'a pas de détection. Ça ne renseigne pas du tout sur les variations. Ça marche pas, le face reader. Et le problème du face reader, c'est que dans cette étude, il est utilisé en between subject, c'est-à-dire qu'il compare des expressions faciales de participants différents. Et il faut surtout travailler en within, c'est-à-dire que tous les participants, on compare, mais ça on l'a vu un petit peu, on les compare déjà à eux-mêmes. Et surtout, ce sont des logiciels qui sont entraînés, mais de manière statique, à faire de la reconnaissance faciale, mais statique. Et nous, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, comment on explique, et c'est intéressant aussi, comment on explique ces différences entre les mesures objectives qui sont pas très sensibles, et elles sont moins que les mesures subjectives. On les explique dans le cadre d'une théorie qui peut intéresser aussi Frédéric et le projet. C'est la théorie des émotions construites. En psychologie, on parle beaucoup de théorie constructiviste, en épistémologie aussi. Et ce qui se dit, bon alors je fais un petit clin d'œil parce que tout le monde se fatigue à chercher des éléments objectifs, hein, mais et ce qu'il dit, c'est que c'est ce qu'on a découvert dans ce travail, c'est que quand on doit dire quelle émotion on ressent, on va se baser sur des éléments externes, des éléments internes qu'on essaye de mesurer, et aussi on va se baser sur nos expériences passées. Et donc, ce qui compte des fois, c'est bien ce que dit la personne. Et en conclusion de ce modèle, c'est que la recherche de l'objectivité dans la mesure des émotions peut être une erreur. Donc, c'est juste pour vous dire, on se fatigue, mais c'est vrai que c'est tout aussi intéressant de regarder les self-reports. Et on va voilà, si une personne dit qu'elle est triste, même si on n'a pas d'indicateur sur le pouls ou autre, il faut quand même accepter ce qu'elle dit aussi. C'est son sentiment. C'est un élément de l'émotion et pas tous les éléments. Ok, donc là, moi, je suis très fière de passer le relais à Claude pour présenter le travail qu'ont fait nos deux petits. Eh bien, la pauvre. Non, on veut pas de questions, nous, on prend les minutes de la question. Donc, il y a nos deux étudiants, un doctorant et voilà, donc Pauline Marie Ortoli, qu'on remercie beaucoup, et Frédéric, qui, eux, sont allés tester une nouvelle méthode d'induction. Je la prends, je la sors. Allez. Alors, oui, c'est vrai que c'est un peu difficile. Celui-là, il ne marche plus. Hein, bon, moi, je change de stratégie. Allez. Alors, non, juste, je voulais dire une chose. Remercier à nouveau Pauline Marie, parce que elle me disait tout à l'heure dans le creux de l'oreille que entre les études pilotes, les groupes contrôle, les groupes d'études, etc., ça faisait 18 000 données
à rentrer dans son petit fichier Excel ou dans plusieurs petits fichiers Excel. Voilà, donc je voulais redire ça. Frédéric, j'en dis pas trop, à part massacrer ton prénom en t'appelant Thierry, je peux pas faire mieux que tout le monde qui t'a baptisé et rebaptisé toute la journée. Alors, bien sûr que vous avez tous en tête comment dire, le déroulé, hein, une fois avant la projection du film. Alors, donc moi, ce que je vais vous présenter, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Pardon, excusez-moi. Non, parce que j'ai changé de stratégie. Tout à l'heure, je voulais changer ma vignette. C'était pour vous dire que je reviens complètement au début de l'étude. Avant tout, au moment où on a commencé le projet, on s'était dit l'induction d'émotion par un film, ok, mais il faut d'abord tester le film. Et ça a été le travail de Pauline Marie dans ce qu'on a appelé les groupes pilotes, une étude pilote qui a été testée donc auprès de 48 étudiants, un peu des étudiants de Montpellier et puis un peu des étudiants de l'Université de Corse. Et c'est là qu'on avait dit à Frédéric, oh, ils sont pas très beaux les résultats, ça bouge pas beaucoup, etc. Sauf qu'on avait nos 3 sapeurs-pompiers volontaires parmi les étudiants. Et en dissociant les résultats des étudiants lambda, je dirais, et les 3 sapeurs-pompiers volontaires, on a vu bouger des choses. Donc, c'est ce qui a donné l'idée de refaire ce groupe pilote, ce pré-test, je dirais, cette évaluation du film avec des sapeurs-pompiers. Donc, dont Pauline Marie s'est chargée également sur Ajaccio. Attention, le petit logo que je suis allée chercher, n'est-ce pas? Tous les participants ont signé un formulaire de consentement avant le début de l'expérimentation. Il faut remonter de 2 trucs en arrière. Ah ouais, j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc, avant le film, mise au point. Donc, il y avait dans l'expérimentation une mise au point terminologique du lexique des émotions pour qu'on sache tous de quoi on parlait. Hein, qu'est-ce que c'est la colère, qu'est-ce que c'est la surprise. Une vérification de l'humeur par le SAM. C'est pas grave. Tant pis pour mes petits carrés. Passe, ça fait rien, ça marche aussi. Non, c'est bon. Je fais comme ça suffit. Oui, mais je me prends mon temps. Le SAM, c'est ce dont vous a parlé Ariel. Pourquoi? Parce que l'humeur... Oui, c'est fini. Vérifier l'humeur des participants, c'est très important pour être sûr que l'humeur n'a pas d'incidence sur les émotions. Donc, on s'était prémuni de ça. Et puis ensuite, les participants ont passé la DES, donc l'échelle des émotions discrètes, avec... c'est colère, surprise, peur, dégoût, tristesse, on en a parlé tout à l'heure, hein, je ne dis pas tout, stress, amusement, sérénité, joie ou autre. Et le participant devait se situer entre 0 et 10. Donc, je reviens quand même sur le tableau qui est mieux avant, même si je dis 2 fois la même chose, t'inquiète. Donc, on a fait passer finalement ce DES 6 fois, une première fois en bas avant le film. Pendant le film, on vous l'a dit, sur les 4 scènes importantes, une fois la montée des escaliers, on teste. Une fois la femme en montée, on teste. Une fois le cri de détresse d'un enfant, on teste. Une fois la scène 4, on teste. Et enfin, on reteste à la fin de l'expérimentation en ayant fait visionner aux participants un making-of qui était un peu le bêtisier du montage du film pour les détendre et revenir à un état émotionnel positif. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'il y a une petite différence entre ce pré-test où on a véritablement testé les émotions des participants à chaque étape du film en interrompant le film, par rapport au groupe dont vous a parlé Frédéric ce matin et même dont a parlé Yolande, qui était que quand ils étaient en situation immersive et qu'ils devaient prendre des décisions, on n'interrompait pas pour refaire des questionnaires avec... Voilà. Ça, c'était vraiment le pré-test dans une salle de classe ou dans une salle de la caserne d'Ajaccio, etc. Donc, c'est un peu différent au niveau méthodologique. Je pense que ça va avoir son importance. Alors, regardez, mes courbes sont... Si je mélange toutes les émotions, hein, voilà ce que ça donne. Donc, DES de base, non. DES de base, c'est... avant le film, le premier, hein, qu'on a appelé la base, c'est important d'avoir un niveau de base pour pouvoir comparer après si ça a bougé ou pas. Voilà. Et du coup, j'ai mis 2 graphiques, les étudiants d'un côté, je répète, c'est les étudiants pilotes, hein, les étudiants d'un côté, les sapeurs-pompiers de l'autre. Donc, pilote, toujours pilote. Et donc, ce qu'on sait, c'est que le film a permis d'induire des émotions. On sait, alors vous voyez que le making-of a bien restauré un état émotionnel positif chez les participants. Je quitte un peu le micro. Pour vous dire que ces 3 émotions, l'amusement, la joie et la sérénité, étaient hautes chez les étudiants et chez les sapeurs-pompiers au départ, mais ils redeviennent hauts. Hein, voilà. Donc, du coup, là, les émotions positives, alors pour
clarifier un peu, j'ai dissocié les positives et les négatives. Oui. Dissocier les positives et les négatives. Et donc, moi, je trouve super intéressant, c'est que chez les sapeurs-pompiers, en fait, et on va le revoir tout à l'heure, le profil des sapeurs-pompiers est particulier par rapport aux étudiants, c'est qu'il y a cette sérénité qui est annoncée tout le temps. Hein, et vous voyez que, par contre, un indicateur du fait que le film a vraiment marché, je pense, peut-être même plus chez les sapeurs-pompiers que chez les étudiants, c'est cet écrasement, scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, de l'amusement et de la joie. C'est-à-dire que pour moi, ils sont vraiment rentrés dans le film. Hein, ils se sont laissés prendre au film. Émotion négative. Donc, je n'ai pas mes notes, parce que de toute façon, je n'ai pas mes lunettes. Chez les sapeurs-pompiers, donc, différentes émotions. Alors, là aussi, hop, j'y vais avec ça. Différentes émotions. Et je trouve intéressant le profil des sapeurs-pompiers. Si on ne regarde pas le DES de base et le making-of, c'est-à-dire qu'on se concentre sur scène 1, scène 2, scène 3, il y a vraiment cette montée crescendo des émotions, avec un pic à la scène 4, qui est beaucoup plus écrasé chez les étudiants. Et puis, donc, ces profils, pratiquement toutes les émotions négatives ont le même comportement, sauf la colère, qui a un pic en scène 2. Scène 2, c'est quand quoi ? Interro surprise. Qui a suivi ? Voilà, la femme ensanglantée. Et la scène 4, c'est quand on voit le forcené avec le couteau. Voilà. Ensuite, et l'enfant qui gise derrière le... Ça et conclusion. Oui, ça et conclusion, très rapidement. De toute façon, c'est ça. Alors, c'est pas ça que je vais mettre, c'est l'autre. Du coup, oui, parce que voilà. Alors, attends, non, quand même. Non, ouais, mais c'est tranquille. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse ici, c'est chez les sapeurs-pompiers, cette sérénité, qui s'effondre, donc la sérénité, enfin s'effondre entre guillemets, pour laisser la place en scène 3 au stress et à la surprise, en scène 4 au stress, à la surprise et à la colère. Si on regarde, là j'ai oublié le titre de ma diapo parce que vous m'avez perturbé. C'était les émotions qui dominent scène par scène. Hein. Donc ces pompiers, ils sont sereins. En scène 3 et en scène 4, stress, surprise et colère, qui arrivent après. Bon, et après ils remontent, c'est normal, c'est le making-of. Alors que les étudiants, eux, ils ont annoncé du stress et de la peur en scène 3. Juste encore 15 secondes. Pour dire que... j'ai pris les... Non, mais pour dire s'il y a des différences significatives. Non. Des différences significatives, ça veut dire qu'on a testé réellement. Ce n'est pas juste une petite variation, une différence significative statistiquement. C'est pour la sérénité, les pompiers qui sont donc supérieurs aux étudiants, en scène 2 supérieurs aux étudiants, et même si leur sérénité disparaît en scène 3, diminue en scène 3 et en scène 4, on est toujours en matière de sérénité supérieur aux étudiants. Les étudiants, eux, ils sont supérieurs aux pompiers pour le stress, tout le temps, enfin pas tout le temps, pardon, scène 1 et scène 2. Ensuite, c'est plus significatif parce que les pompiers se sont mis à stresser, entre guillemets, enfin ont annoncé, parce qu'attention, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on travaille sur les émotions déclarées. On ne dit pas qu'ils stressaient ou qu'ils ne stressaient pas. On dit ce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait. C'est un petit peu une subtilité. Hein. Voilà. Et donc, pour les pompiers, pour les étudiants, plus de peur à la scène 3. Les pompiers ne parlent pas de peur. Et pour les pompiers, par contre, plus de colère et plus de surprise à la scène 4. C'est un peu la même chose que le tableau, mais sous forme de graphique. Je trouvais que c'était mieux. Voilà. Et donc, ma petite diapo de fin. Alors, le film est clairement inducteur d'émotions, il est adapté à la population visée, ça c'est, comme disait Ariel tout à l'heure, intéressant parce que c'est une validité écologique, c'est-à-dire on ne travaille pas avec un public étudiant pour dire voilà ce que font les pompiers. Non, c'est vraiment un film qui est adapté aux pompiers, testé sur des pompiers. Moi, ce qui vraiment m'intéresse et que je voudrais, on en parlera à la table ronde, mais c'est la question de cette sérénité annoncée qui est très forte, cette absence de l'émotion peur chez les pompiers, donc est-ce que c'est un effet de l'expertise, c'est-à-dire ils ont tellement l'habitude que, ma foi, voilà, ou est-ce que c'est un peu ce qu'on disait ce matin à propos de la désirabilité sociale, je suis pompier, donc j'ai pas le droit de dire que j'ai peur, ou je ne m'autorise pas à dire que j'ai peur, ou je ne m'autorise pas à dire que, voilà. Et à venir, en fait, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est plus à venir, mais le traitement qui va être intéressant, ça va être les mesures physiologiques prises en salle immersive ici, donc dans le groupe d'études,
est-ce qu'elle concorde avec les émotions déclarées? Et là, j'ai mis attention, variation méthodologique, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les groupes pilotes, on a fait du online, c'est-à-dire on a découpé le film et on a pris des mesures, hein, alors que dans le groupe d'études, les sapeurs-pompiers et les administratifs ici, ils ont passé le film et ensuite, à la fin, on leur a dit, et à la scène 1, qu'est-ce que vous ressentiez, et à la scène 2, et à la scène 3. C'est du a posteriori, c'est un petit peu différent par rapport à patati patata. Et voilà, je suis partie.